Salut à tous, on se retrouve pour la nouvelle review d'Higurashi Gu, cette fois-ci sur donc les épisodes 7 et 8. Donc on commence le format des doubles reviews pour être un peu plus condensé et s'attacher moins aux détails quand même, parce que c'est vrai que pour les autres vidéos j'ai fait très long parce que je m'attachais énormément aux détails. Là on va essayer de se concentrer plus sur l'histoire globale et relever les détails qui y participent. Mais évidemment je vais pas tout dire parce que c'est pas si utile que ça en fait. Du coup, pour rappel, la dernière fois on s'était arrêté sur l'intrusion de Keishi et Shion et Takano dans le temple, qui était donc une partie importante, voilà, qui était glissée un peu trop rapidement je trouvais, et j'avais trouvé que l'épisode allait beaucoup trop vite avant ça, et qu'il affaiblissait un peu le perso de Keishi, le perso de Mion, le perso de Shion, parce que tout allait beaucoup trop vite et qu'on n'avait pas forcément le temps de s'imprégner de l'ambiance qu'il faut. Bon, du coup c'est confirmé, on est encore une fois sur une fin d'arc en 4 épisodes, ce qui me dérange moins comme je l'avais déjà dit parce que c'est une histoire différente. On n'est pas dans Watanagashi, l'histoire du VN qui aurait demandé d'être transposée sur beaucoup plus d'épisodes que ça. On est sur une histoire un peu plus condensée, qui part sur son propre délire, son propre what if, et qui d'ailleurs joue sur les changements qu'on a déjà eu avec Rika et avec Mion. Enfin, le changement avec Rika il est dans cet épisode-là, d'ailleurs on va en parler tout de suite. La scène où Keishi est là, oui, il y a 3 choix qui se sont introduits dans le temple, etc. Dans l'histoire originale, Rika est là, oui, c'est pas très grave, t'inquiète, je gère, je maîtrise, je vais m'en occuper. Et dans cette version-là, elle pète un câble, elle est en mode avec ses gros yeux rouges et une voix qui n'est plus la voix d'une petite fille, mais la voix d'une quarantenaire, j'ai l'impression, c'est l'impression que ça m'a donné. Et qui dit à Keishi, t'es foutu, tu vas crever, c'est la merde. Bon, c'est le premier changement et qui du coup amène à toute une série de changements où les événements ne se passent pas comme ils se passent dans l'original, pour amener cette fois à la conclusion de Keishi ne se fait pas clouer à une table et Mion ne pète pas complètement un câble en capturant tout le monde, ou en tout cas c'est pas aussi explicite. C'est dit en fin d'épisode 8 qu'elle aurait tué tout le monde, mais c'est pas confirmé par les épisodes en eux-mêmes. Et c'est là où je veux en venir, parce que après la mise en place de l'épisode 7, du temple, de oui, alors ils ont disparu, Oishi qui fait assez flipper en venant poser des questions à Keishi, j'ai trouvé que c'était une très bonne partie de l'épisode ça. C'est Oishi qui montre pour la première fois son côté méchant flic en lui malaxant l'épaule. Alors c'est pas aussi insistant que les scènes où il lui malaxe l'épaule dans le VN, mais ça passe plutôt bien. Et du coup l'épisode 8 qui répond directement à cette situation par plus de mystère. Qui est le meurtrier? Est-ce que Mion a vraiment pété un câble? Où est passé Shion? Parce qu'on nous dit qu'on a retrouvé son corps, mais où est-ce qu'elle était passée entre temps? Pourquoi Tomitake et Takano ont pris un camion lors du festival? C'est une scène qui n'existe pas ça dans le VN. Ont pris un camion, on carjack un camion dans le festival et se sont barrés avec. Pourquoi on a retrouvé spécifiquement Satoko et Mion mortes au même endroit? Où est Rena? Voilà, l'épisode l'évince comme ça, où est passée Rena? Et surtout, le maire et Rika, ils sont où? Pareil, quand je dis ils sont où, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait après leur disparition. Tout un tas de questions qui nous plongent dans une ambiance en fait de la perspective de Keishi à 100%. On est vraiment à 100% dans la perspective de Keishi, ce qui est du coup une continuation logique de l'arc énigme, parce que si on avait tous les points de vue de tout le monde, la question elle est vite répondue, j'ai envie de dire. Ce qui du coup crée une histoire plus simple. Sans déconner, cette histoire, en fait, elle est beaucoup plus simple. Autant positivement que négativement, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, du coup, comme on n'a que 4 épisodes, c'est plutôt réfléchi de manière intelligente. Ils se sont posé la question, bon, on a 4 épisodes, on n'a clairement pas la place de mettre Watanagashi en entier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart quand même sur adaptation Watanagashi comme dans le premier animé, ou alors est-ce qu'on part sur une histoire originale? Et ils sont partis sur une histoire originale. J'ai presque envie d'appeler ça un what if en fait, parce que la scène de la poupée, comme je l'avais dit précédemment, c'est vraiment un changement de paradigme. Et si Keishi donnait la poupée? Sans que ce soit 100% positif comme dans le tome 7 quoi. Du coup c'est pas mal, ça crée une histoire parallèle qui est adaptée à l'animation parce qu'elle est plus condensée, elle est plus
moins volumineuse, te demande moins de bouffer 100 000 informations à la seconde, et surtout, on se concentre, et là c'est ce qui me dérange un peu, moins sur les personnages. Parce que comme j'avais dit, l'épisode 5 et 6, c'était vraiment pas ça niveau développement de personnages, enfin niveau présentation de personnages, niveau quels sont leurs enjeux, quels sont quel est le paradigme de leur drame. Et ça m'a dérangé à plusieurs moments, notamment quand Keishi va chez Mion. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. La première fois que j'ai vu le premier animé, j'épilogue pas plus, encore une fois, je garde ça. J'arrive pas à m'empêcher de faire des comparaisons avec le premier animé, je suis désolé, mais voilà, c'est pas une critique, c'est vraiment, je vous raconte juste. La première fois que j'ai vu cette scène dans l'animé, où Keishi et Rena vont chez Mion pour tenter de la convaincre parce qu'ils sont persuadés que c'est elle qui a tout fait, j'étais plié en deux de rire. Mais cette scène, elle m'a achevé de me cramer les poumons, mais vraiment. Alors évidemment, plus tard dans le visual novel, j'ai compris ce qu'ils avaient foiré dans cette scène, et j'en parlerai plus en profondeur quand je l'analyserai. Mais vraiment, j'étais plié en deux, ça n'avait aucun sens. C'était vraiment ridicule as fuck. Comment les personnages réagissent, comment les personnages réagissent au fait que les personnages réagissent, c'est-à-dire comment ils réagissent entre eux. C'est-à-dire t'as Mion qui est en train d'avoir des yeux de psychopathe et d'être là, ouais, j'ai tué tout le monde. Et Keishi qui est là, ok, on va faire un tour dans la montagne. N'importe quoi. Et c'est pour ça que je dis que le premier animé c'est vraiment un nanar pour moi. Les situations sont tellement débiles que t'es obligé de te bidonner devant. Et là du coup, on est sur une situation un peu différente où c'est Mion qui invite Keishi. Il est pas au courant qu'elle a potentiellement tué tout le monde. Même s'il l'a vu réagir avec l'échelle, on va reparler de la scène de l'échelle aussi, c'est assez important. Et elle l'emmène en mode je vais te protéger. Voilà. Et même si elle l'avait attaqué dans le temple au moment de la fin de l'épisode, ce qui n'est pas le cas, du coup elle l'enferme pour le protéger, selon ce qu'elle dit, et ben j'y aurais cru, parce que c'est beaucoup plus logique dans la mise en scène, dans la façon dont c'est fait, dont c'est écrit, dont c'est réfléchi. Ce qui fait que j'arrive pas à dire que c'est complètement mal fait. Mais là où c'est mal fait, par contre, c'est dans le détail. Parce que quand Keishi va voir Mion et qu'ils sont en train de déconner à moitié avant qu'elle passe en mode full sérieux, pour faire un petit contraste entre oui, je suis ta meilleure amie, maintenant je passe en mode héritière du temple, je veux te protéger, etc. Parce que j'ai des responsabilités. Et ben, ça marche moyennement parce que même si la scène est très cool en mode ah, moi je vais avoir froid dans l'hiver, ah non, c'est pas possible, moi je suis frileux. Comment elle s'est passée? J'ai hâte de te foutre de ta gueule et faire des jeux. Là, j'ai eu l'impression de retrouver la Mion originale, la Mion qui déconne souvent, qui a l'ascendant sur les situations, qui est vraiment la chef du clan. Et la chef du club, surtout, c'est ça qui est important. Mais c'est pas appuyé par le fait que dans les épisodes précédents, on l'a vu tout le temps à moitié gêné, à en être là, oui Keishi, je t'ai apporté à manger, oh chiant, tu t'es fait passer pour moi, je me suis fait passer pour toi, c'est trop gênant, je suis amoureuse de Keishi mais je veux pas le dire. Ça va avec le côté romance, mais ça va pas avec ce qu'on nous a présenté de Mion. On s'est pas assez intéressé au personnage de Mion. Et c'est dommage parce que la fin de l'épisode est vraiment cool, encore une fois, comme pas de la même façon que la fin de l'épisode 4, parce que la fin de l'épisode 4 c'était vraiment grandiloquent. Là c'est beaucoup plus basé sur les émotions, sur le drame personnel de Mion et sur il faut que je prenne mes responsabilités, il faut que... Enfin, on est entouré par des ennemis et je suis la seule à pouvoir prendre cette responsabilité de te protéger parce que tu m'as traité comme une fille, parce que je t'aime, c'est pas dit mais voilà. Et du coup, ben ça marche dans l'épisode en lui-même, mais dans la globalité, c'est pas ouf. Dans la façon dont c'est construit, c'est pas ouf. Du coup, cette version allégée de Watanagashi, ben, elle est sympathique, elle est très sympathique, mais elle aurait pu être mieux faite. Voilà, du coup, c'est une bonne mise en place pour la suite parce que ça pose pas mal de questions, ça pose les enjeux de chaque disparition avec toutes ces questions, et de l'autre côté, ça présente le drame personnel de Mion et son rapport à Keishi, mais ça aurait été mieux si ça avait été fait avant pour que le tome en lui-même soit beaucoup plus impactant. Voilà, c'est une version allégée dans le bon sens et allégée dans le mauvais sens à la fois. Mais bon, du coup, on va revenir en détail un peu sur chaque épisode. Alors, l'épisode 7. La scène du temple, j'avais peur qu'elle aille un peu vite, j'avais dit, ça va. L'épisode prend largement le temps, au moins la moitié, presque la moitié jusqu'à la fin du festival, quoi, pour
prendre le temps de nous expliquer tout cela, la légende autour d'Inamizawa, comment est-ce que les clans fondateurs réagissent autour de ça, la théorie du complot comme quoi il y aurait encore des réminiscences de torture de nos jours qui seraient pratiquées en secret, truc qui est donc répondu dans l'épisode 8 directement, mais qui pose plus de questions parce que qui a été torturé, comment, pourquoi, par qui, surtout parce qu'on nous parle des ennemis du village, mais on nous présente que Mion comme potentielle tueuse. Ou Rika, mais Rika même pas, on la voit pas faire de choses malsaines. Donc voilà, ça pose plus de questions. Et Takano qui continue à être cette excentrique flippante. Comme j'avais dit, la fin de l'épisode précédent nous présentait vraiment Takano comme une femme vraiment bizarre, mais bizarre dans le mauvais sens du terme, dans le sens où ça s'intéresse à des choses vraiment creepy, et du coup elle en devient elle-même un peu creepy, sans en faire trop, mais suffisamment pour te mettre mal à l'aise. Truc qui m'a un peu surpris, Keiichi s'énerve beaucoup plus que dans la scène de base, ce qui est compréhensible comme réaction, mais voilà, comme encore une fois on n'a pas vraiment eu trop le temps de le voir s'attacher à Rika, s'attacher aux autres filles du groupe, le fait de le voir aussi énervé, c'est un peu bizarre. Oishi, qui comme je l'ai dit, est délicieusement flippant parce que il a ce côté bon flic, mauvais flic, qui est... Oishi c'est vraiment une brute, hein. Ça se voit dans cet épisode, c'est vraiment une brute, qui a un petit côté sympathique quand il est avec ses collègues ou quand il est avec des gens qui le comprennent, mais quand il est en enquête c'est en mode fou brutasse. Soit il est gentil, il t'invite à boire le café dans sa voiture parce qu'il y a la clim, soit il te macère l'épaule pour te dire, te souffler dans l'épaule et te faire alors ils sont où hein, les Sonosaki voilà. Ce qui est pas plus mal. On voit d'ailleurs un peu sa rivalité avec les Sonosaki direct, alors que dans l'épisode précédent, on avait Shion qui le regardait mal, et lui qui faisait mine d'être sympathique, mais en fait il aime pas les Sonosaki. J'ai aussi beaucoup aimé la scène où Shion appelle Keiichi au téléphone, parce que on ne voit pas les réactions de Shion. On la voit juste toujours dans la même position, sans réagir, juste en lui disant des trucs, et quand il s'énerve, elle réagit pas. Alors, le parti pris de la scène de base était de, au contraire, ne pas du tout lui montrer Shion, pas du tout nous mettre son sprite, pas du tout nous montrer ses émotions, et à chaque fois, quand Keiichi commençait à s'énerver, elle disait juste froidement ce qui se passait, pour des raisons qu'on comprendra plus tard. Et là, du coup, c'est bien retranscrit parce que plutôt que de pas nous la montrer du tout et juste l'entendre au téléphone, eh ben, on la voit se tenir face à la... C'est pas une véranda, comment on appelle ça? L'interstice entre les portes coulissantes et le... machin, je suis pas japonais, je m'en fous en fait. Du coup, se tenir face à sa pas véranda et à regarder sans qu'on voit son visage, sans qu'on voit ses expressions faciales, juste Keiichi qui commence à s'énerver au téléphone et elle qui est là, oui alors il y a Tomitake et Takano qui ont disparu, oui mais on devait pas y entrer, oui mais c'est pas bien, voilà. Et Keiichi qui lui raccroche au nez, c'est d'ailleurs la dernière fois où on verra Shion, ou peut-être pas. Et ça se finit sur, comme je l'ai dit, la scène que j'ai encore une fois beaucoup aimée, j'aime toutes les scènes de l'épisode 7 hein, globalement, voilà, qui est le comportement de Rika qui est en mode Keiichi tu vas mourir, qui correspond du coup à ce qu'on a vu dans l'épisode 1, et qui nous fait nous poser des questions, parce que comme dans l'épisode 2 on avait vu que ce regard de psychopathe était une espèce de façade et qu'elle n'était pas vraiment avec les yeux rouges, on se pose aussi des questions. Est-ce que c'est vraiment cette même Rika? Est-ce que c'est la même Rika? Est-ce que cette fois-ci c'est pas Keiichi qui psychote comme elle nous l'avait teasé dans l'épisode 4, en mode oui mais Keiichi il faut que tu fasses plus confiance à tes amis parce que tu psychotes trop, si ça se trouve elle voulait pas être méchante. Est-ce que c'est ça qui se passe? Voilà, et ça ouvre une porte pour l'épisode suivant où on apprend que le maire a disparu. Quoique non, en fait on l'apprend aussi dans l'épisode 7, mais voilà, c'est vraiment mis en avant dans l'épisode 8. Épisode 8 où le maire disparaît, on sait pas pourquoi. Voilà, c'est gratuit, le maire a disparu. Il a rien fait le pauvre. D'ailleurs le maire là, Kimiyoshi du coup, on l'a même pas vu en fait. La scène où Satoko dénonce Keiichi est vraiment très cool aussi parce que elle a ce regard mauvais, mais on sait pas si c'est juste parce que elle est très amie avec Rika et que du coup elle soupçonne Keiichi parce qu'elle l'a vu discuter avec lui et qu'elle sait qu'il a fait de la merde le jour précédent, ou si c'est parce qu'elle aussi est dans le délire et dans le complot, surtout qu'on la voit morte en fin d'épisode, à la fin. Voilà, est-ce qu'elle fait partie du complot? Est-ce qu'elle est juste énervée? Pourquoi est-ce qu'elle est morte 2 fois déjà? Reina n'a pas vraiment d'importance dans cet épisode, vraiment pas mise en avant.
Hein, comme j'ai dit, c'est dommage parce que l'épisode, oui c'était l'épisode 5, nous présentait Rena vraiment comme, mais si elle est, avec des réminiscences quoi, avec des réminiscences de ce qui se passait dans l'épisode 4, si elle était méchante et si machin, et depuis ça on l'a pas revue en tant que méchante, ce qui est dommage, on aurait pu avoir une toute petite scène au moins, rien que quand Satoko le pointe du doigt, Rena aurait dû avoir un regard mauvais aussi, je pense que ça aurait aidé, comme ça il aurait vraiment été entre les 3 filles qui le regardent, parce qu'il a fait de la merde le jour précédent, parce qu'il se sent compressé, d'ailleurs le sentiment de pression psychologique que les personnages lui mettent dessus est vraiment bien retranscrit, je trouve. Que tout le monde le harcèle sur Tomitake et Takano, elles sont où qu'est-ce que tu as fait, Keishi? T'as fait une connerie? Voilà. Et la scène chez Mion qui est aussi très cool. En fait, globalement, je vous le dis, toutes les scènes sont très cool, et ce sont 2 très bons épisodes. Les seuls problèmes que j'ai, c'est dans la globalité, dans comment est-ce que ça a été construit, dans l'idée même d'en faire une version un peu condensée qui est à la fois une bonne et une mauvaise idée, parce que ça... C'est pas une construction à long terme, du coup ça peut pas être aussi net, précis, calculé, millimétré que dans le VN, ce qui n'est pas un mal si tu veux faire une version un petit peu plus allégée, mais qui du coup donne l'impression que c'est pas complet, moi me donne l'impression que c'est pas complet. C'est cohérent en soi, mais ça aurait pu être mieux. Entre temps, il y a la fameuse scène de l'échelle. Alors, elle est pas du tout dans le même contexte. Je comprends pourquoi ils ont voulu la garder telle quelle, parce que c'est vrai que c'est une scène qui introduisait très bien le fait que Mion était un petit peu bizarre et un petit peu agressive, plus que juste regarder Keishi avec des yeux flippants. Je comprends pourquoi ils l'ont repris à ce moment-là, mais c'est vrai que quand tu connais l'histoire de base, ça fait un peu bizarre, parce que bon, normalement, c'est Keishi, ils vont à la maison de Rika et Satoko parce qu'elles ont disparu. La porte est fermée, Rena va chercher de l'aide et ils sont que tous les deux et elle tient l'échelle et la secoue dans tous les sens en faisant Satoko est maudite. Là, elle la secoue dans tous les sens à l'école en mode Rika est chef de la malédiction. Pourquoi pas? C'est vrai que ça implique aussi son changement de paradigme en mode elle se concentre pas sur la victime mais sur la personne qui tirerait les ficelles et dont elle a peur à cause d'un certain élément sur qui repose l'intrigue. Mais c'est bizarre de la reprendre, enfin c'est bizarre d'avoir fait la démarche de se dire on va faire exactement la même mais dans un autre contexte. Pourquoi pas si ça marche, et ça marche plutôt bien, mais voilà. L'épisode 8 prend aussi vraiment beaucoup son temps, ce qui est pas mal du tout, ça m'a plutôt plu après les épisodes 5 et 6 qui allaient trop vite. Et la scène du coup où Mion invite Keishi dans le temple secret avec tous les instruments de torture etc. est aussi vraiment sympa niveau mise en scène, parce que il y a Mion qui a tout le temps ce regard de je suis l'héritière du clan Sonozaki, je n'ai pas d'émotion parce que je suis full responsabilité. Ce qui crée un contraste déjà, et ce qui surtout, quand tu la vois prendre son flingue à la fin et dire je vais prendre mes responsabilités, je vais faire mes trucs, bon déjà ça crée encore plus de mystère parce que tu comprends pas qu'est-ce qu'elle a fait entre temps, parce qu'apparemment elle a tué personne d'autre à part Satoko, ou alors est-ce qu'elle a vraiment tué Satoko dans la scène, je ne sais pas. Mais voilà, ça permet d'appuyer plus son drame, et Keishi qui se pète la tronche contre les portes, alors il arrive à péter une grille en fer. J'ai pas trop compris la logique derrière ça, mais ok. Et qui se pète l'épaule et la tête jusqu'au sang pour essayer d'aller sauver Mion, ce qui marche bien encore une fois, parce que tu vois toute la détermination d'un personnage qui est prêt à aller jusqu'au bout pour sa meilleure amie. C'est dommage qu'on nous l'ait présenté comme sa meilleure amie avant cet épisode, juste en nous le disant, mais voilà, ça marche quand même sur l'instant T. Et je vais juste glisser ça comme ça parce que j'ai envie de spoiler depuis le début, mais je vais pas le faire. Mais je vais juste glisser cette petite idée comme ça. Est-ce que Mion est vraiment Mion? Voilà, c'est tout. Je glisse juste ça, et si vous avez envie d'y réfléchir, allez-y. Et d'ailleurs, je développe pas là-dessus parce que moi-même, je suis pas sûr de savoir me positionner. Parce qu'en fait, il y a des éléments dans les épisodes qui ne pensent à pousser que oui c'est le cas, mais il y en a d'autres, et en connaissant l'histoire originale, qui correspondent et qui font que oui, non, peut-être, je ne sais pas. En tout cas au moins ça me créera de la surprise, même si je connais déjà l'histoire de base au moins, parce que bon, je me doute qu'ils ont gardé le même plot twist, mais que c'est possible qu'il l'ait changé. Il y a très peu de chance, mais c'est possible. Et du coup, cette fois-ci, on est plus sur une fin passive où Keishi ne subit pas de gros traumatismes. Bon, il a perdu toutes ses amies, mais il subit pas de... Il se fait pas tuer à la fin, quoi, parce que la fin de l'épisode 4, c'est vraiment, on pense qu'il s'est fait tuer, hein, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Ce qui est une fin assez originale pour le coup, enfin, originale dans le sens où ça n'a pas été fait avant dans le VN.
Parce qu'en fait, quand j'ai réfléchi à la fin de tous les tomes de l'arc énigme, Keishi finit mal et finit par soit se faire tuer, soit tomber dans une espèce de folie où on sait pas vraiment qu'est-ce qui lui arrive après, soit il se fait interner, soit... enfin... plein de choses comme ça, et là c'est vraiment une fin passive pour le coup, où tout le monde est mort et où Keishi continue et on n'a pas vraiment d'épilogue. C'est vrai que ce serait pas trop utile de mettre un épilogue juste pour ça, parce que encore une fois c'est une version allégée, donc on n'a pas vraiment eu le temps de s'imprégner beaucoup de tout cet univers et que du coup on veut savoir ce qui se passe à la fin, surtout que ça va continuer après, mais c'est bizarre. Et voilà, du coup j'ai à peu près fait le tour. Alors ce sera le nouveau format, on va faire 2 épisodes en une review, et du coup ça permettra à la fois de se concentrer sur comment est-ce que les 2 épisodes s'imbriquent les uns dans les autres et qu'est-ce que ça crée au niveau histoire globale, et ensuite une deuxième partie où on s'intéressera aux détails de chaque épisode, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que je trouve bizarre, qu'est-ce que je me pose comme interrogation. Ces 2 épisodes étaient vachement cool, voilà, un peu faibles dans la globalité, mais ça c'est à cause des épisodes précédents. Et pour la suite, j'espère vraiment cette fois-ci qu'ils vont tenter de commencer à faire le lien et utiliser beaucoup plus les réminiscences, utiliser beaucoup plus Rika, parce que d'ailleurs on entre dans le tome 3, ils vont sûrement le changer évidemment, mais je vous le dis tout de suite, le tome 3 dans le VN, c'est mon tome préféré. Alors j'hésite encore un peu avec le tome 6 parce que voilà, les deux sont vraiment exceptionnels, mais le tome 3 c'est vraiment mon préféré et j'espère... Et d'ailleurs c'est à partir de là que je me suis dit putain Higurashi c'est vraiment trop lourd, il faut que je continue. Les 2 premiers tomes sont très sympas, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment à partir de là que ça part en grosse énigme, grosse interrogation, gros drama d'ailleurs. Et où les personnages s'affirment de plus en plus. J'espère que l'animé va prendre cette direction là et plus juste se contenter de nous poser des questions sans vraiment nous intéresser à l'univers, et surtout qu'ils vont s'intéresser à la transition entre les 2 mondes, parce que là ça commence à me déranger un peu comme j'avais dit dans les épisodes précédents. Bon, du coup c'est un tome 2 qui n'est pas au niveau du tome 1, parce que clairement le tome 1 était beaucoup plus intéressant. Alors il racontait moins de choses et était moins concentré sur les personnages aussi, mais c'est parce que c'était le premier et que il retranscrivait une certaine ambiance d'horreur, un certain truc comme ça. Et pour le moment c'est sympathique, mais j'espère que ça va s'améliorer pour devenir le chef-d'œuvre que je réclame à corps et à cri. Globalement on a évité le crash d'avion monumental qui était possible, mais ça veut pas dire que le vol s'est passé sans turbulence. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire, me dire tu dis de la merde ou oui je pense que ça, machin, je suis d'accord mais je suis pas d'accord avec ça. Qu'on en discute, qu'on en débatte, et moi je vous dis à la prochaine, ciao!